Donc, les 30 propositions du MEDEF national, on vous les transmettra par mail. Après la réunion, vous les découvrirez à la maison, comme ça vous les mettrez sur la table de chevet. Donc ce soir, on reçoit Philippe Fabry, il va se présenter. C'est une idée qu'on a eue avec les membres du conseil d'administration. On a pointé les membres du conseil d'administration, Laurent qui était présent ce soir, ceux qui sont pas là, pénalité, hein, tu sais comment ça marche. On s'est dit, avant l'Assemblée générale qui aura lieu au mois de juin, le 13 juin, je crois, on voulait refaire un petit tour pour rencontrer les adhérents, pour rencontrer aussi toutes les institutions avec qui on travaille tout le long de l'année, les membres mandataires qu'on a mis en place, que ce soit au Prud'homme, au tribunal de commerce et un peu partout. Donc c'est vrai qu'on est dans une assistance un peu réduite ce soir, il nous manque encore un peu de monde, mais on va démarrer. J'ai regardé ce que faisait M. Fabry là aussi sur le net. Ça m'a paru très intéressant. Donc on fait 1 heure avec Philippe, et après on fera une demi-heure, si vous voulez, de questions, débats un peu ouverts. Donc bien sûr c'est apolitique, comme d'hab, on n'est pas là pour vendre un parti, mais pour qu'on puisse tous progresser, et là on a un vrai technicien de l'histoire de l'Europe, c'est je pense intéressant. Monsieur Philippe. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le Président, je vous remercie de votre invitation, c'est toujours un plaisir de pouvoir venir parler de ces travaux que j'essaie de mettre effectivement un petit peu en avant. Donc je m'appelle Philippe Fabry, je suis avocat de profession à Toulouse et de formation et toujours de passion et puis un peu de profession aussi. Je suis historien du droit des institutions et des idées politiques. J'ai fait ma thèse sur un juriste du XVIe siècle, un Montpelliérain qui s'appelait Pierre Rebuff. Ça sera pas notre sujet ce soir, mais déjà à l'époque, l'Europe était un petit peu un débat. Et ce sur quoi j'essaie de concentrer ma réflexion et mes travaux écrits, parce que j'ai publié une dizaine de livres depuis une dizaine d'années, c'est ce que j'appelle la théorie de l'histoire, c'est-à-dire la recherche des récurrences, des modèles, des catégorisations, bref, ce qu'on fait habituellement en science, pour essayer de définir des objets historiques et arriver à les comprendre et à finalement prévoir leur comportement de la même manière qu'on le fait pour les planètes ou pour les organismes vivants. Donc c'est de ça que je voudrais vous parler ce soir, un petit peu cette vision organico-historique de l'Europe, afin d'avoir quelques clés sur ce qu'elle est, sur son évolution, et pour comprendre un petit peu où est-ce qu'elle va et essayer de se diriger dedans. Puisque gouverner, c'est prévoir, entreprendre, je pense que c'est prévoir plus encore, puisque quand on entreprend, contrairement à quand on est gouvernant, si on fait une erreur de prévision, on doit la payer soi-même. Donc c'est une urgence, j'ai envie de dire, encore plus ici qu'ailleurs. Mais le problème de l'Europe, de l'Union européenne, c'est que c'est un objet politique qui est souvent vu comme inconnu, inédit, sans précédent, et par conséquent très difficile à appréhender ou à prévoir dans ses évolutions. Si vous allez lire l'article Wikipédia sur l'Union européenne, il indique que l'Union européenne est une union politico-économique sui generis, c'est-à-dire de son propre genre. L'Union européenne est une construction qui n'a pas de parallèle. Et donc ce que je voudrais vous montrer ce soir, c'est qu'au contraire des parallèles, on peut en faire, il y a des modèles. Et l'intérêt de cette démarche-là, c'est que si vous n'avez pas de modèle, si les choses sont inédites, vous êtes confronté à cette difficulté que tout ce que vous ferez comme analyse, c'est essayer de retracer l'histoire, un peu bêtement pour ainsi dire, et là-dessus, vous essaierez d'imaginer ce qui peut se passer. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant et rigoureux que ça. Donc, j'en suis bien désolé, mais on va commencer très brièvement avec un petit peu de théorie pour vous exposer les modèles que j'utilise pour essayer de comprendre ce que c'est que l'Union européenne. Et cette compréhension de l'Union européenne, elle se base sur ce que j'ai appelé le modèle de la construction de l'État-nation. Alors ça peut choquer d'ores et déjà. On peut considérer que l'Union européenne, c'est une construction supranation, mais vous allez voir que les mécaniques, au fond, sont relativement les mêmes. C'est-à-dire que
un État-nation, et c'est le cas de tous les grands États-nations européens, se construisent de la même manière. Vous savez, souvent on a tendance à dire que, par exemple, la France est un pays dans lequel l'État a fait la nation, ou qu'en France on est très révolutionnaire, etc. En réalité, si on s'intéresse à l'histoire de tous les pays européens, on s'aperçoit que tous les pays ont grosso modo la même histoire dans leur construction, généralement un petit peu décalée dans le temps. La France a été un des premiers pays, après l'Angleterre, mais avant bien d'autres, à suivre cette trajectoire-là. Mais grosso modo, c'est toujours la même chose. Alors, vous prenez l'essentiel de la construction d'un État-nation, ça se fait sur la base de ce qu'on peut appeler un déterminisme ethnogéographique, c'est-à-dire un déterminisme qui est fondé à la fois sur le territoire, tout simplement, c'est-à-dire que vous avez certains espaces qui seront plus favorables à l'apparition d'un État-nation que d'autres. En général, ce sont tout simplement des espaces qui sont centrés autour d'une grande plaine qui est un endroit qui est historiquement favorable à l'apparition de centres de pouvoir, pour deux raisons. Parce que les grandes plaines sont toujours les endroits qui sont les plus peuplés, et ce sont les endroits où les communautés humaines sont les plus facilement mises en réseau, puisque par définition, dans une grande plaine, vous n'avez pas d'obstacles. Vous faites des routes comme vous voulez, il n'y a pas de difficulté. Et les périphéries sont des endroits qui sont justement montagneux ou qui posent des difficultés de ce genre-là. Donc tous les États-nations se construisent pareil, c'est-à-dire que vous allez avoir un centre de pouvoir parce qu'il est plus populeux, parce qu'il est plus riche, qui va apparaître là où il y a la grande plaine et qui va progressivement s'imposer sur l'ensemble d'un certain territoire. En général, la question de la diffusion de ce pouvoir, elle a deux limites, on va dire. La première limite, c'est une limite physique, c'est-à-dire c'est jusqu'où, avec les moyens de communication de l'époque, c'est facile de s'étendre. Et la deuxième condition, c'est une condition politique, c'est jusqu'où vous n'entrez pas en collision, avec un autre centre de pouvoir. Et si vous regardez ça, ça vous donne de manière géographique à peu près le déterminisme de l'apparition de tous les États-nations en Europe. Je vous ai donné là 3 grands exemples de pays où il est évident que la capitale se situe dans ce qui était la grande plaine originelle et même en plein milieu. Tout le reste en est considéré comme la périphérie. Et à l'échelle européenne, si vous regardez ces 3 pays, donc l'Angleterre, enfin, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, vous constaterez que au point de jonction des aires d'influence de ces 3 centres de pouvoir, vous avez un endroit qui a été très longtemps disputé, qui est passé sous des dominations ou des autres et qui n'a fini que au 19e siècle par avoir une indépendance propre, qui est tout l'espace du Benelux, c'est-à-dire la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Donc ça vous montre que les petits États, quant à eux, ont plutôt tendance à arriver à s'affirmer dans l'espace que laissent les grands États qui se constituent. Les États-nations, donc ça c'est le déterminisme ethnogéographique. Au plan politique, c'est assez simple. Vous avez un centre donc qui apparaît, je vous l'ai dit. Ce centre-là, progressivement, s'impose d'abord sous la forme d'un empire, c'est-à-dire qu'il s'impose par la force des armes et il dit aux provinces, vous m'obéissez, vous me versez les impôts, ça se passe simplement comme ça. Mais avec le passage du temps, vous avez une homogénéisation qui se fait entre les provinces et l'empire et le centre de l'empire, vous avez des échanges qui se font. Donc vous avez progressivement à la fois des éléments culturels qui vont monter vers le centre et le centre qui va irradier sa propre culture sur l'espace géographique. Ce qui fait que, au bout de 3-4 siècles, vous avez une homogénéisation culturelle sur cet espace-là, c'est-à-dire que vous allez avoir une part suffisante de la population qui va avoir développé un sentiment d'appartenance politique identique. Et une fois que vous avez atteint ce stade-là, vous avez une mutation finale qui arrive, que j'appelle la Révolution nationale. Ça n'a rien à voir avec la Révolution nationale du maréchal Pétain, c'est dans le sens où c'est un phénomène révolutionnaire qui va transformer le régime impérial traditionnel en régime parlementaire moderne et véritablement ce qu'on appelle un État-nation. C'est-à-dire qu'un État-nation, c'est le moment où la nation est constituée et où les frontières deviennent un élément de la représentation collective. C'est-à-dire qu'on n'estime plus que chez le voisin, ça peut être encore chez soi. On a bien délimité. Donc pour la France, c'est la Révolution française, tout simplement. Vous avez les derniers soubresauts d'impérialisme français, c'est sous Napoléon. Après ça, la France, grosso modo, trouve ses frontières, ne cherche plus à en bouger. On a récupéré Nice sous Napoléon III, mais ça reste extrêmement
limitée. Vous avez un pays comme le Royaume-Uni, c'est encore plus facile, eux, c'est une île, donc une fois qu'ils ont conquis la totalité de leurs îles, ils n'ont pas cherché à s'étendre plus loin. Plus récemment, vous avez l'Allemagne, qui s'est constituée comme un empire à la fin du 19e siècle, qui a cherché à dépasser ses frontières lors de la Première Guerre mondiale, elle a perdu. Vous avez eu l'Allemagne nationale-socialiste, qui a été l'équivalent, si vous voulez, des poussées révolutionnaires et napoléoniennes en France. Et une fois que ceci a été résorbé par une coalition de l'ensemble des voisins, vous avez une Allemagne qui a cessé d'être impérialiste parce que les frontières qu'elle a acquises finalement sont devenues des frontières intériorisées. Et donc à partir de ce moment-là, vous avez un État-nation, disons, pacifié, qui ne cherche plus à s'étendre. Au plan des institutions politiques internes, donc, si vous voulez résumer, un État-nation, c'est un empire qui a vieilli suffisamment longtemps dans des frontières relativement stables. Voilà. Un empire qui vieillit assez longtemps, et une fois qu'il est suffisamment homogène, il fait ce phénomène de révolution, et on entre dans une nouvelle ère qui est celle de l'État-nation parlementaire. Vous avez deux types d'émergence de l'État-nation. J'ai essayé de vous les distinguer là. C'est ce que j'appellerais le modèle continu et le modèle tardif. Dans le modèle continu, en fait, vous avez une unité politique qui se fait progressivement depuis le départ et où il n'y a pas vraiment de rupture, il n'y a pas vraiment de transition. Le pouvoir s'installe assez tôt sur l'ensemble du territoire qui sera celui de l'État-nation. Il se construit comme ça et vous avez le basculement final qui s'opère. Pour le modèle tardif, c'est différent. Mais c'est pareil, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que le processus de construction politique de naissance de l'identité est le même, mais pendant longtemps, ça se fait avec un éclatement politique artificiel, si vous voulez. C'est-à-dire c'était la multiplicité des royaumes et des principautés de l'Allemagne ou de l'Italie. Et ces États-là, finalement, font leur unité à la fin du 19e siècle. Quand ils font leur unité, ils la font encore sous le modèle, malgré tout, que j'appelle impérial. Quand je dis impérial, c'est par opposition à l'État-nation parlementaire. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir dans lequel c'est encore l'exécutif qui est prédominant. Et l'exécutif traditionnel, c'est-à-dire l'exécutif monarchique, que ce soit le roi d'Italie ou l'empereur d'Allemagne. Dans les deux cas, ça se manifeste principalement par une chose qui est importante, qui est l'absence d'initiative des lois du Parlement. D'accord ? Et donc, ce qu'on peut appeler la mutation parlementaire, qui arrive à la fin de la Révolution nationale, c'est le fait que vous avez finalement ce peuple homogénéisé qui, par la voix de ses représentants, acquiert le pouvoir législatif et le pouvoir de se gouverner. D'accord ? Bon. Donc, on peut considérer qu'on a un État-nation terminé quand c'est devenu véritablement un État-nation parlementaire, parce que c'est le moment où il n'y a plus tellement de problèmes de frontières. Et ce que je vais ce que j'entends vous montrer en fait, c'est que ce qui se passe à l'échelle européenne est un phénomène similaire. C'est-à-dire qu'on a progressivement la constitution d'un pouvoir unique de plus en plus autoritaire dans le sens où centralisé, disons plutôt, qui amène à une homogénéisation culturelle, une homogénéisation politique des problématiques à l'échelle du continent, et qui amène petit à petit l'Europe à ressembler à une sorte de supranation, mais en réalité, simplement à l'échelle de ce que sont les grands États-nations d'aujourd'hui, puisque les grands États-nations d'aujourd'hui, c'est les États-Unis, c'est le Brésil, c'est la Chine. C'est-à-dire ce sont des pays qui comptent plusieurs centaines de millions d'habitants sur plusieurs millions de kilomètres carrés, alors que la taille standard des pays d'Europe, c'est plusieurs dizaines de millions d'habitants sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés. Donc on est sur un ordre de grandeur supérieur, si vous voulez. Alors, ça peut paraître contre-intuitif parce que vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'on peut construire un État-nation sur la base d'États-nations à l'échelle inférieure ? Ça n'existe pas, c'est pas possible. Ben, on a un cas qui est le cas de ce qu'on a vu en Grèce antique. Alors, pourquoi je vous parle de la Grèce antique ? Déjà parce qu'on n'a pas d'état de cas, parce que comme vous l'avez compris, c'est un phénomène qui dure plusieurs siècles, et des exemples dans l'histoire d'ensemble d'États-nations qui ont pris des siècles à se développer les uns à côté des autres avant de s'unir dans un ensemble lui-même supranational, il n'y en a pas d'État. Mais celui-ci est extrêmement important parce que en Grèce, dans la Grèce antique, vous avez eu un ensemble d'États qui à l'époque étaient des cités-États, mais qui en fait à leur échelle, qui était plus petite qu'aujourd'hui, était l'équivalent de nos États-nations modernes. C'est-à-dire, si vous regardez, je ne vais pas vous faire le détail, mais si vous regardez l'histoire d'Athènes ou l'histoire de Sparte, l'histoire politique intérieure d'Athènes et de Sparte, on retrouve les éléments que je vous ai dit à une plus petite échelle.
Vous retrouvez en Grèce antique l'équivalent de ce qui a été le déterminisme géographique dont je vous ai parlé à l'échelle européenne, mais simplement à plus petite échelle. C'est-à-dire que vous voyez que les grands États colorés que vous voyez dans l'image en haut à droite correspondent aux grandes plaines, ou en tout cas aux espaces de plaine qu'on peut trouver dans la géographie grecque de l'époque. Et les deux images du bas, elles vous montrent la constitution progressive. Je l'ai mis d'abord en jaune puis en vert, parce que ça a un petit peu changé de nature, mais c'est pas important. De ce qu'on appelait la Ligue achéenne. Et la Ligue achéenne, justement, ça a été la construction progressive de la Grèce comme une entité supranationale qui a intégré des cités-États qui avaient, pendant des siècles, été indépendantes les unes des autres, voire souvent en guerre les unes contre les autres. Vous connaissez les guerres proverbiales entre Athènes et Sparte. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai tendance à parler de revanche des vaincus, ou de revanche des faibles, c'est que à l'époque, comme aujourd'hui finalement dans cet espace rhénan autour du Benelux, eh bien, ce sont les États qui longtemps avaient été des tout petits États et des États qui devaient lutter contre les recherches hégémoniques des grands États voisins, qui est apparu le centre de ce nouvel ensemble politique. Et si vous voulez, mégalopolis, que vous voyez là en plein milieu de la Grèce, du Péloponnèse sur la carte verte, c'était un peu la Bruxelles, si vous voulez, de la Grèce antique. Donc on trouve le même type de parcours. Et donc, ce que je vais essayer de voir avec vous rapidement maintenant, une fois que vous avez un petit peu le modèle en tête, c'est pourquoi est-ce qu'on peut dire que l'Union européenne finalement se constitue un petit peu de la même manière et où est-ce qu'elle en est, à quel stade elle en est aujourd'hui. Alors l'Union européenne, elle se construit un petit peu de la même manière. La construction européenne, elle commence pas au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il faut quand même parler un petit peu de ce qui se passe avant, puisque, comme je vous ai dit, en grande partie, la construction de l'État-nation, c'est une question de construction d'une identité collective. Une identité collective et une représentation territoriale. Une représentation mentale, si vous voulez, du territoire. Là où on pense que les gens appartiennent à la même communauté que soi. Et l'Europe, en fait, l'idée de l'Europe, elle est apparue assez fortement à partir du XVIe siècle avec la Renaissance et le développement de l'humanisme. Et elle s'est développée notamment parce que, vous le savez, on sort du Moyen-Âge durant le XVe siècle en raison notamment de 3 événements très importants. Un, la chute de Constantinople, qui coupe donc toute la chrétienté d'Orient et tout ce qui sera l'empire turc du reste de ce qu'était la chrétienté, puisque la chrétienté c'était la grande identité collective du Moyen-Âge. Vous avez l'achèvement en 1492 de la Reconquista espagnole, c'est-à-dire désormais tout le territoire européen est sous domination chrétienne, pour le coup, de l'Europe continentale. Et vous avez enfin la découverte des Amériques et plus généralement un certain nombre de mutations intellectuelles qui font que les Européens prennent conscience de la taille du monde et du fait qu'ils sont un relatif isolat au milieu de ça. Donc il y a la conscience de l'identité, si vous voulez, qui est favorisée par le fait qu'on rencontre des altérités radicales. D'un côté, vous avez les Turcs musulmans, qui sont une menace. De l'autre côté, vous allez avoir toutes les peuplades d'Amérique du Nord et du Sud qui sont perçues comme radicalement étrangères. Et puis en plus, vous avez la redécouverte de toutes les populations d'Afrique. Donc vous avez cette idée d'Europe qui réapparaît. Et à partir de là, le terme de l'Europe est de plus en plus employé. On abandonne le terme de chrétienté. En plus, c'est favorisé par le fait qu'il y a le schisme protestant. Donc forcément, il n'y a plus d'unité de la chrétienté. Et donc l'Europe, ce terme géographique et aussi partiellement ethnique, devient véritablement une idée importante. Et avec ce terme-là, en plus, il faut se rendre compte que le XVIe siècle, c'est aussi le règne de Charles Quint. Vous savez que Charles Quint, il régnait à la fois sur toute la péninsule ibérique, il régnait aussi sur ce qu'était le Saint-Empire romain germanique. Il essayait aussi de dominer la France si possible. Il n'est pas parvenu à cause de François Ier, mais à cette époque-là, il y a la première idée d'une monarchie universelle européenne, c'est-à-dire déjà l'idée que les Européens auraient une unité culturelle suffisamment forte pour que ça justifie le fait de vivre dans une même polis, au sens grec, c'est-à-dire une même cité, si vous voulez. Et cette idée-là, elle va s'affirmer de plus en plus. Alors pendant un moment, elle va paraître en recul face à la montée des nationalismes plus locaux.
Mais dans le cadre du processus de construction nationale, on connaît ça aussi. Si vous prenez un certain nombre de révoltes nobiliaires durant la construction de l'État royal dans l'histoire de France, c'est pareil, c'était des identités locales. Je pense justement par chez nous, la conquête du comté de Toulouse au XIIIe siècle, il y avait une identité locale extrêmement forte. Et donc, ça a véritablement été vécu comme une conquête et comme une colonisation par les Francs qui venaient du nord de la Loire. Donc, ça n'empêche pas que, en même temps que l'État royal se constituait, il y avait aussi des identités locales qui le constituaient, qui ont fini par s'effacer au profit de l'État supérieur. Donc, de la même manière, vous avez eu une ère finalement de la montée des nationalismes locaux entre le XVIe et le XXe siècle en Europe, où les États-nations se sont affirmés, semble-t-il, contre cette idée européenne. Et une fois que ces nationalismes se sont épuisés dans un certain nombre de guerres, en particulier les 2 guerres mondiales, vous avez cette idée de l'unité européenne qui est revenue en force et qui a un petit peu triomphé à partir du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, rapidement, parce que je ne vais pas vous refaire le détail de l'histoire institutionnelle de l'Europe, mais il y a 2 grandes séquences. Il y a, on va dire, la séquence avant 1991 et la séquence après. D'abord, il y a la séquence avant 1991, c'est-à-dire durant la guerre froide. Pendant la guerre froide, vous avez essentiellement donc ce qui est en bleu sur la carte, qui sont la première extension, on va dire, de l'Europe, et vous retrouvez effectivement toute cette Europe historique. C'est-à-dire vous retrouvez l'Europe de Charles Quint, vous retrouvez même l'Europe de Charlemagne un petit peu, et vous retrouvez aussi l'Empire napoléonien en 1812, si vous voulez. C'est la même idée, vous voyez que cette idée-là s'est imposée petit à petit. Bon, bien sûr, dans cette carte, je rappelle que l'Allemagne de l'Est ne s'est ajoutée qu'en 1991. Mais bon, je l'ai mis parce que ça compte l'Allemagne telle qu'elle est aujourd'hui. Mais pour comprendre bien ça, c'est véritablement ça l'idée qui ressurgit, donc qu'il faut mettre en place un certain nombre d'institutions. Et ces institutions donc sont créées, et en particulier, il y en a une qui émerge petit à petit, c'est le Parlement européen. Le Parlement européen, c'est d'abord une assemblée parlementaire européenne qui est créée dès 1957, qui ne sera élue au suffrage universel direct qu'à partir de 1974. Donc c'est assez tardif, on a 20 ans pendant lesquels c'est pas le cas, en particulier parce que la France s'y opposait. On a vraiment été plutôt un pôle d'hostilité ici en France à la construction européenne que le contraire. Les Allemands y étaient extrêmement favorables. C'est probablement dû notamment au fait que la France était le pays qui, pendant toute cette période-là, comptait encore demeurer une puissance de manière indépendante. Bon. Et puis, il y avait l'idée, surtout dans cette construction, d'être le fameux levier d'Archimède mentionné par De Gaulle, c'est-à-dire à travers la construction européenne, permettre à la France d'être plus puissante. Ce qui était mal vu souvent en Europe parce que les autres pays européens n'avaient pas envie d'être les accessoires de la puissance de la France. Et donc la construction du Parlement est quelque chose qui s'est fait plutôt contre la volonté française. Et naturellement, à partir du moment où il a été élu au suffrage universel direct, ça lui a donné de plus en plus de pouvoir parce que la politique, finalement, c'est une question, vous savez, d'anthropologie, c'est très primitif. Et donc, ceux qui sont élus ont naturellement plus de légitimité, donc plus de pouvoir que ceux qui ne le sont pas. Donc, vous avez cette construction qui s'est faite avec un Parlement qui a cherché à étendre ses pouvoirs continuellement. Mais, et c'est ça l'élément important, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, chose importante, le Parlement européen n'a jamais réussi à obtenir le pouvoir législatif, dans le sens où le pouvoir européen, le Parlement européen, n'a pas l'initiative des lois, contrairement à ce que sont tous nos parlements nationaux qui ont l'initiative des lois et l'ont depuis très longtemps. En France, le Parlement a obtenu l'initiative des lois en 1830. Sous la monarchie de Juillet. C'est le véritable apparition du parlementarisme, c'est à ce moment-là. En Angleterre, c'est en 1688-1689, lors de la Glorieuse Révolution. Et en Espagne, c'est en 1975, et en Allemagne, on peut considérer que l'idée est apparue la première fois en 1918, avec la Révolution allemande, mais qu'elle s'est véritablement imposée à partir de 1949, c'est-à-dire avec la véritable naissance de la République fédérale d'Allemagne. Donc vous avez actuellement en Europe un double pouvoir qui est d'une part celui du Parlement européen qui est plutôt en phase ascensionnelle et vous avez le pouvoir,
on va dire, qui est le pouvoir traditionnel, c'est-à-dire c'est le pouvoir qui a œuvré à la constitution de cet objet politique européen, qui est le pouvoir associé de la Commission européenne et du Conseil européen. Le Conseil européen qui est composé des représentants des exécutifs nationaux, comme vous le savez, et qui, dans l'ordre politique, si on essaie de faire un décalque, l'ordre politique européen, des institutions européennes, correspond un peu à ce que traditionnellement était le monarque en Angleterre, le Kaiser en Allemagne, c'est-à-dire celui qui avait la légitimité historique, celui qui avait été chargé du pouvoir impérial, qui avait constitué cet ensemble. Et donc ça veut dire, selon le modèle que je vous ai présenté, qu'on s'oriente petit à petit vers ce qui sera probablement une forme de crise politique, qui verra un affrontement entre le Parlement qui cherche sa légitimité et qui cherche l'obtention de ce pouvoir législatif et l'exécutif européen. Au plan de la distribution du pouvoir, on va dire, géographique à l'intérieur de cet objet européen, la construction s'est faite aussi progressivement. D'abord, vous avez eu plusieurs organes. C'est comme ça que ça a été pensé par les premiers créateurs de l'Europe et ses architectes, notamment Jean Monnet. L'idée, c'était de créer des institutions européennes qui feraient une espèce d'effet cliquet, c'est-à-dire sur des choses très particulières, donner des pouvoirs supranationaux à des instances qui ne pourraient plus les perdre ensuite et qui donc forceraient finalement une forme de transfert progressif du pouvoir vers le haut. C'est progressivement ce qui s'est passé. Donc, il y a eu la création de la communauté économique du charbon et de l'acier, il y a eu Euratom, il y a eu un certain nombre de choses, il y a eu l'échec de la défense européenne, mais finalement, on a eu l'apparition de l'acte unique européen en 1986 qui a un petit peu fusionné tout ça. Et donc, la séquence véritablement fondatrice de l'Europe qu'on connaît aujourd'hui, de l'Europe dans laquelle il va y avoir prochainement des élections, c'est la séquence, si vous voulez, 1986-1992. C'est-à-dire c'est le moment où véritablement on a jeté les bases de l'ordre européen dans lequel on est maintenant. Pourquoi ? Parce que 1986, vous avez la fusion donc de toutes ces communautés européennes qui établissent véritablement la communauté européenne en tant que telle. Avec le traité de Maastricht en 1992, vous avancez vers la création de l'euro, donc la monnaie unique, et vous avez l'apparition de l'idée d'Union européenne, mais aussi et surtout, entre-temps, vous avez un événement extraordinairement important qui est la chute de l'URSS. La chute de l'URSS qui permet l'élargissement le plus vaste qu'il y a eu, puisque ça double la superficie en 15 ans de l'Union européenne, que vous voyez sur cette carte, et qui a changé véritablement l'ordre du pouvoir à l'intérieur du continent. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit, le pouvoir, c'est aussi une question de géographie. Et je vous ai montré tout à l'heure les cartes des 3 grands pays européens, en tout cas du centre du pouvoir européen, qui étaient l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Et vous avez en particulier sur le continent, vous avez 2 grandes plaines, puisque je vous disais que c'est ces grandes plaines qui se disputent un petit peu le pouvoir. Vous avez 2 grandes plaines, vous avez celle d'Allemagne du Nord et vous avez celle, grosso modo, du bassin parisien, qui ont été longtemps les 2 centres, et pendant le dernier siècle et demi ou les 2 derniers siècles, les 2 rivaux principaux pour la domination du continent. Le Royaume-Uni jouait un petit peu en arbitre extérieur, puisque leur idée, c'était qu'il n'y ait personne qui domine le continent, pour être sûr qu'en gros, ce soit eux qui dominent le continent. Mais bon. Donc, lorsque la communauté européenne est apparue à la base, et c'était ça le sens de l'idée du levier d'Archimède du général de Gaulle, il y avait un avantage qui était perçu côté français, c'est que comme l'Allemagne était découpée, et donc l'Allemagne n'avait pas la RDA à l'époque, elle était privée de cet espace-là, et donc finalement le centre naturel de pouvoir dans cette Europe-là, c'était Paris, c'était le bassin parisien, donc c'était la France. Et donc toute l'idée du levier d'Archimède, vous l'avez ici. Et effectivement, si vous prenez juste la France plus l'Allemagne de l'Ouest, vous avez en gros l'Empire napoléonien en 1806, c'est-à-dire la France qui s'est ajoutée à la fois la Belgique, qu'elle avait conquise, et la Confédération du Rhin, qui était cet ensemble d'États allemands un petit peu soumis à la France. Donc l'idée, c'était ça. C'était celle d'une Allemagne qui serait désormais plus ou moins désarmée, et une France qui, à la tête de l'Europe, permettrait à l'Europe, et se permettrait à travers l'Europe, de faire jeu égal avec les 2 géants qui étaient apparus, c'est-à-dire les États-Unis et l'URSS.
qui ont un petit peu forcé le passage au niveau supranational de l'Europe, parce que tout d'un coup, les États européens se sont sentis petits. Et ce qui s'est passé de très important en 1991, c'est la chute de l'URSS, donc, la disparition de cette espèce de barrière, de containment, si vous voulez, du déploiement européen à l'Est, qui se faisait principalement au préjudice de l'Allemagne, puisque l'Allemagne a fait sa réunification et ensuite s'est projetée économiquement très fortement en direction de l'Est, puisqu'une bonne partie de l'essor économique allemand depuis 30 ans, ça a été fait d'abord par les efforts qui ont été faits au niveau des réformes intérieurement en Allemagne, mais aussi parce qu'il y a eu une possibilité d'exploitation des marchés et de la main-d'œuvre de cette Europe de l'Est, et notamment de son immigration, qui sont venus nourrir l'Allemagne. Et donc c'est à partir des années 90 que vous avez ce basculement physique, pour ainsi dire, du centre de pouvoir de la France vers l'Est. Alors pas complètement vers l'Allemagne, parce qu'en réalité, si vous regardez les choses du point de vue européen, vous vous apercevez que d'abord, il y a un préambule qu'il faut dire à ça. C'est que l'Allemagne qu'on voit aujourd'hui, c'est plus vraiment l'Allemagne de 1900, on va dire, même d'entre 1900 et 1950, puisque l'Allemagne d'aujourd'hui, c'est plutôt la République fédérale allemande, c'est-à-dire ce vieil espace rhénan, qui a reconquis l'ancienne Prusse, alors que pendant toute l'histoire durant laquelle l'Allemagne nous a fait souffrir, on va dire, c'est-à-dire entre 1870 et 1945, c'était le contraire. C'était l'Allemagne qui était sous domination prussienne. Et c'est extrêmement important, ça, pour le changement de mentalité en Allemagne, parce que la mentalité en Allemagne de l'Ouest et la mentalité prussienne n'ont jamais été la même. Vous aviez une mentalité prussienne qui était extrêmement militariste, alors que si vous prenez l'histoire de l'Allemagne de l'Ouest, elle n'a jamais brillé militairement. Ça n'a jamais été ça, le truc des Allemands. Vous n'avez pas de grand palmarès militaire, on va dire, allemand, comme vous avez un palmarès militaire français, britannique ou même prussien. Ça n'existe pas. Donc vous avez eu un changement de mentalité allemande qui est extrêmement pacifiste, très profondément, et c'est pas dû uniquement au traumatisme lié à l'impérialisme allemand du XXe siècle, c'est véritablement quelque chose qui remonte à beaucoup plus loin. C'est la mentalité marchande de ces populations rhénanes. Et donc, c'est tout cet espace-là, en fait, qui a en soi une forme d'unité culturelle depuis toute la vallée du Rhin, et ce qui d'ailleurs en grande partie concerne aussi du territoire français, hein, notamment l'Alsace. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le Parlement européen est basé à Strasbourg. Et tout cet espace, en fait, c'est l'espace de la mégalopole européenne, c'est-à-dire c'est l'endroit où vous avez la plus forte densité de population, hein, c'est très connu, de toute l'Europe. Et vous avez en gros une espèce de triangle comme ça qui descend depuis les Pays-Bas jusqu'à la Suisse. Certains l'étendent vers Milan, mais c'est le vieil espace, si vous voulez, de la Lotharingie. Donc c'est véritablement cet espace-là, comme je vous avais mis tout à l'heure, son équivalent en Grèce, c'est-à-dire un espace qui a très longtemps été soumis justement soit à la domination allemande, soit à la domination française, ou en tout cas à leur concurrence, qui est devenu le centre du pouvoir dans l'Europe d'aujourd'hui. C'est devenu le centre du pouvoir. Vous avez, sur les 64 ans d'histoire de la Commission européenne, vous avez une trentaine d'années pendant laquelle c'est un ressortissant de cet espace-là qui a été à la tête de la Commission européenne. Sur les présidents du Conseil européen, ça fait 13 ans que la fonction existe, vous avez eu 2 Belges. Vous avez eu un Polonais, brièvement, Donald Tusk, mais en gros, sur les 2/3 de la durée que ça a été, c'était cet espace-là. Donc ça veut dire qu'à l'échelle, si vous voulez, de l'Europe, le centre impérial, on va dire, dans le centre structurel organisateur de cet espace européen, si on imagine ou si on accepte le modèle de construction d'une sorte de supra-État-nation européen, c'est véritablement cet espace mégalopolitain, en fait. Et c'est très important parce que ça structure un certain nombre de visions de ce que doit être la politique énergétique, la politique des transports et également la perception de la périphérie. Puisque, par définition, vous avez une culture des lieux de pouvoir qui a tendance à s'affirmer
Et on a connu toujours ça, hein, c'est-à-dire que vous avez le centre de pouvoir qui est perçu comme noble, parce que c'est lui qui a le pouvoir, et la périphérie qui est considérée souvent comme moins noble ou un petit peu reléguée parce qu'elle n'est pas le centre de pouvoir. Donc vous avez tout un tas de choses qui deviennent des attributs du lieu de pouvoir et donc qui deviennent partie intégrante, on va dire, si vous voulez, de son idéologie de pouvoir, qui correspondent tout simplement à son mode de vie qu'il cherche à exporter. Et donc c'est pour ça que toutes les grands traits, on va dire, idéologiques, et ça, c'est tout à fait transpartisan, hein, je veux dire, il n'y a pas de question de droite et de gauche là-dessus, c'est véritablement l'idée qu'on se fait en général de l'Europe quand on parle des valeurs européennes, ça va être des valeurs justement de multiculturalisme, d'ouverture de la société, cosmopolitaine, etc. Et c'est radicalement en opposition avec souvent un monde périphérique qui est considéré comme un peu arriéré, qui est considéré comme, vous savez, roulant au diesel, ce genre de choses. C'est tout simplement parce que c'est pas le mode de vie de ce centre du pouvoir. Et ça, c'est très important parce que c'est toujours le cas dans ces constructions nationales. Vous avez le centre du pouvoir qui va toujours diffuser comme ça ces idées. Alors pourquoi je parle de ça? C'est pas tellement pour faire une critique de l'idéologie, c'est pour montrer à quel point on a une homogénéisation, je vous en parlais tout à l'heure, une homogénéisation des problématiques et des perceptions à l'échelle européenne qui sont devenues très importantes. L'homogénéisation, je vous ai dit tout à l'heure, c'est des échanges qui se font entre la province et le centre, beaucoup. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que on se met à penser de plus en plus en province, où d'abord et avant tout, les élites de province se mettent souvent à penser comme les élites du centre. C'est ce que vous voyez souvent quand vous regardiez, par exemple, si vous regardez sous l'Ancien Régime en France, si vous étiez un hobereau de province, vous auriez tendance à essayer d'être toujours malgré tout à la dernière mode de Versailles, même si vous aviez tendance à vivre dans un environnement qui était beaucoup plus proche de celui de vos paysans que de la cour de Versailles, eh bien vous imitiez ça pour vous rattacher à ce symbole de pouvoir. Et donc c'est comme ça que de plus en plus, dans nos périphéries, dans les villes petites et moyennes, vous avez l'exportation des mêmes idées. Et ça c'est extrêmement important parce que petit à petit, ça veut dire que vous avez aussi dans des villes et dans un espace qui est considéré comme périphérique à la base, comme provincial, vous avez une identification au centre en dépit des différences culturelles qu'il peut y avoir. Et ça fait que progressivement, vous avez une culture politique européenne qui émerge et qui fait que de plus en plus, en Europe, vous avez un réflexe, même dans une partie suffisamment importante de la population, qui consiste à penser les problèmes politiques moins à l'échelle nationale et de plus en plus à l'échelle européenne. Donc ça, c'est un phénomène assez profond qui conduit vraisemblablement au fait que aujourd'hui, je vais peut-être y revenir un petit peu après, vous n'avez plus en Europe en fait de grands pays ou de pays à capacité éventuellement de gouvernement, mais même dans les gros partis d'opposition, vous n'avez plus aucun grand parti d'opposition qui est véritablement eurosceptique, dans le sens où qui prône la sortie ou la fin de l'Union européenne. Ça n'existe pratiquement plus. Chez nous, un mouvement comme le Rassemblement national a fini par tourner le dos à l'idée du Frexit ou l'idée, par exemple, de renoncer à l'euro. Ce sont des choses qui s'effacent parce que, avec le passage du temps comme ça, il y a véritablement une intégration, ce phénomène d'homogénéisation à l'échelle européenne qui se produit et qui est un phénomène presque, même si c'est un phénomène politique, j'ai envie de dire qu'il est fondamentalement apolitique parce que c'est quelque chose comme ça qui est culturel et qui se déploie. Au plan de la structure de pouvoir européenne, donc je reviens à ce problème de ce qu'on peut appeler l'opposition, qui n'est pas encore une opposition, mais qui commence à se dessiner entre un Parlement européen qui monte petit à petit et cet héritage de la construction européenne qui est finalement la prédominance de l'exécutif de la Commission. Il y a véritablement une prédominance de l'exécutif de la Commission. Si vous les comparez avec ce qu'on peut appeler les standards démocratiques européens, vous vous apercevez que l'Union européenne est une organisation nettement moins démocratique que la plupart des États-nations européens. Alors pas que la France, parce que malheureusement, ça serait trop long d'en parler, mais on a beaucoup de problèmes institutionnels à l'échelle de l'Europe qui sont des problèmes qu'on a exportés du système français, mais qui sont les mêmes qu'on a en France. C'est-à-dire, grosso modo, vous avez un Parlement qui a virtuellement, en tout cas c'est ce qui est marqué dans les textes, un pouvoir de censure du gouvernement. À l'échelle de l'Europe, le gouvernement, c'est la Commission, sauf qu'en réalité, ça n'existe pas. Si vous prenez en France, par exemple, vous n'avez aucune motion de censure qui est passée depuis 1962, donc un pouvoir qui n'a pas fonctionné depuis 60 ans, c'est un pouvoir qui n'existe pas. Et à l'échelle de l'Europe, c'est encore plus compliqué puisque la censure de la Commission européenne n'est possible qu'avec les votes des 2 tiers
du Parlement européen. C'est-à-dire qu'en gros, au Parlement européen, pour censurer la Commission, il vous faut un vote aussi large que pour modifier la Constitution en France. Vous vous rendez compte du truc. Donc c'est un pouvoir de censure qui n'existe pas. Et vous n'avez pas non plus de pouvoir je l'ai dit tout à l'heure, d'initiative des lois. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est caractéristique d'une société pré-démocratique, le fait de ne pas avoir d'initiative des lois à l'échelle parlementaire. Néanmoins, vous avez des velléités d'obtention de ça. Vous avez un pouvoir du Parlement européen qui, dans les dernières décennies, s'est étendu. Parce que malgré tout, même s'il est que virtuel, ce pouvoir de censure, il n'existait pas avant. Donc, c'est le gain de quelque chose de virtuel. Mais même si c'est virtuel, c'est la reconnaissance d'une certaine légitimité à le demander. Et puis, vous avez aussi le fait que le président de la Commission, désormais, il est nommé normalement en respectant le résultat de l'élection européenne. C'est comme ça que Mme von der Leyen est devenue présidente de la Commission. C'est parce qu'elle était considérée comme le chef, ou en tout cas la figure principale du Parti populaire européen, qui était le parti principal au Parlement européen, tout simplement. Donc il y a un début de parlementarisme européen, mais qui n'est pas encore consommé et qui reste encore très virtuel. Et ça, c'est extrêmement intéressant, je le disais tout à l'heure, parce que c'est assez caractéristique d'une situation pré-démocratique, c'est assez caractéristique, si vous voulez, de ce qui chez nous était l'ancien régime, pour parler de ça. Le meilleur parallèle, celui qui est le plus clair, parce que il y a beaucoup d'identités, c'est l'Empire allemand, que je vous montrais tout à l'heure. Si vous prenez les institutions de l'Empire allemand en 1914, je rappelle que l'Empire allemand s'est effondré en 1918, justement avec le début d'une révolution. L'état institutionnel de l'Empire allemand en 1914, c'était un peu le même que l'Union européenne aujourd'hui. C'est-à-dire que vous aviez l'essentiel du pouvoir qui était aux mains de l'exécutif du Kaiser, donc l'empereur. C'était lui qui désignait le Premier ministre. Il désignait le Premier ministre qu'il voulait, d'accord ? Pendant longtemps, ça a été Bismarck, mais après, il y en avait d'autres. Et le Premier ministre n'était pas responsable devant le Parlement. Il n'était responsable véritablement que devant le Kaiser. Et le fait est qu'aujourd'hui, si le Conseil européen voulait se débarrasser de Mme von der Leyen, ça irait assez vite. Alors que si le Parlement voulait s'en débarrasser, je vous ai dit qu'en pratique, c'est pratiquement impossible. Donc on a à peu près le même type de problème institutionnel qui apparaît. Et à la veille de la future élection européenne, c'est un point important à avoir. Il y a une autre chose qui est importante à comprendre au plan, et particulièrement pour vous, entrepreneurs, au plan de la mentalité des élites européennes, justement depuis 50 ans, c'est que l'Europe est apparue, a été construite en même temps qu'il y avait un certain mouvement en France, mais aussi à l'échelle européenne, qui était la montée technocratique. Il faut se souvenir que chez nous en France, on a fondé l'ENA au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au lendemain de la Libération. C'est une des premières choses créées en 1946, l'ENA. Et la technocratie, de manière générale, est quelque chose qui est monté et qui est très lié à l'apparition de l'État-providence, tout simplement parce qu'un État-providence est nécessairement, au moins dans une certaine mesure, un État planificateur. Et un État planificateur, ça a besoin d'une technocratie, par définition. Et le problème, c'est que donc, alors souvent on le dit et c'est très politisé, mais je voudrais l'aborder sur le plan véritablement intellectuel, parce que c'est important. Qu'est-ce que c'est le problème technocratique ? C'est que bien souvent, et en particulier les entrepreneurs qui sont pour un certain libéralisme économique, ont ce problème-là avec les technocrates, c'est qu'il y a de grandes mécompréhensions sur un certain nombre de concepts. En particulier, par exemple, quand les technocrates vous parlent de concurrence. Alors pour un entrepreneur, la concurrence, c'est bien. Si on veut se lancer dans une activité, on veut que ce soit ouvert à la concurrence. On ne veut pas qu'il y ait de marché fermé. Le problème, c'est que ça n'a pas le même sens, par exemple, dans l'esprit d'un technocrate. Pour un technocrate, en réalité, et je reviens à ce qui s'est passé en 1991, la technocratie a toujours eu une forme de fascination pour le système soviétique. Pas du tout parce que c'était communiste, mais parce que justement, il y avait une idée que c'était l'expérience, on va dire, de planification. Et ce qui s'est passé en 1991, c'est que cette expérience de planification a fait pchit, comme aurait dit un ancien président français. Elle s'est complètement effondrée. Ça n'a pas remis en cause l'idée de technocratie en Europe. Et d'ailleurs en Occident en général, parce qu'il y a beaucoup de choses intellectuellement qui sont similaires aux États-Unis. Vous avez donc les technocrates européens, ou les élites européennes technocratiques, se sont mis en tête que le problème, c'est que les technocrates soviétiques étaient en réalité mauvais. Et que c'était ça le principal problème. Et surtout, qu'en fait, le problème, c'était le régime monopolistique, qui existait également chez nous, puisqu'on avait des monopoles comme EDF, etc. Et donc,
ils se sont pas dit il faut basculer vers autre chose, mais simplement il faut introduire certaines données de marché dans ce système-là. Et donc on va introduire par exemple la concurrence, ce genre de choses, introduire la déréglementation, etc. Le problème, c'est que souvent, quand on est entrepreneur ou même citoyen, on perçoit ça effectivement comme une libéralisation, et d'une certaine manière, en pratique, ça l'a été. Mais le filigrane, c'est resté malgré tout une mentalité technocratique. Ce qui vous explique qu'alors qu'on avait l'impression justement que l'Europe, c'était la liberté d'entreprendre, etc., vous avez eu progressivement l'émergence de tout un tas de réglementations européennes, justement, qui sont venues petit à petit remplacer les réglementations nationales dont l'Europe, dans un premier temps, semblait avoir libéré la population. Et ce qui est intéressant, c'est que la mentalité technocratique, elle est justement très liée à la mentalité impériale dans le sens où je l'employais tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée d'un pouvoir qui s'étend sur un certain territoire. C'est très différent avec la mentalité d'un régime parlementaire qui s'est ouvert, parce que ce qui caractérise tous les pays qui ont fait leur mutation parlementaire en général, c'est que ça a été suivi d'importants progrès en matière de libéralisation économique notamment, parce que comme c'est un retour à la loi par l'expression des représentants de la population, ça permet de détruire un certain nombre de vices de centralisation. Et donc, pour moi, l'élection qui s'annonce est extrêmement importante dans ce sens, parce que, et c'est pas une question de savoir également quel bord politique va l'emporter d'ailleurs. Est-ce que tu peux m'afficher l'évolution de... alors oui, ça je vous ai pas parlé, mais j'en dis quand même 2 mots. Ça, c'est l'évolution, c'est ce que je disais tout à l'heure, le basculement un petit peu du pouvoir en Europe, c'est l'évolution du poids relatif de la France et de l'Allemagne en Europe. Le poids économique et le poids démographique. Alors, ce que vous constaterez, c'est que, grosso modo, les proportions peuvent paraître relativement stables, en tout cas au plan démographique, à partir de 1989, c'est-à-dire les premiers élargissements. Ça peut paraître curieux d'ailleurs, parce que comme les élargissements se sont considérablement accentué après 1989, on s'aperçoit qu'il n'y a pas tellement de dilution démographique passé cette époque-là en Europe, à l'échelle globale, et économique non plus. Pourquoi ? Parce que la France et l'Allemagne ensemble restent véritablement les 2 poids lourds dans les démographiques comme économiques de l'Europe. Mais depuis 1989, on a une France qui reflue quand même nettement plus vite économiquement dans son poids économique en Europe que l'Allemagne, puisque on est passé de 19% du PIB de l'Union européenne à 16%. Donc en 30 ans, on a perdu 3%, mais en réalité, sur notre propre poids, on a perdu 15-20%, alors que l'Allemagne, elle, est restée à 24%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de décrochage de l'Allemagne en dépit des élargissements. L'Allemagne a donc économiquement beaucoup plus, alors sinon profité, du moins beaucoup mieux résisté par son poids économique en Europe. Donc si tu peux me montrer les... Voilà, ça c'est l'évolution donc de la composition du Parlement européen, à la fois dans toutes les précédentes législatures. Alors l'évolution du nombre de députés, c'est simplement au fil des élargissements ou des rétrécissements d'ailleurs, puisqu'entre-temps l'Angleterre a quitté, enfin le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, ça a entraîné une baisse entre 2014 et la composition actuelle qui va réaugmenter un peu. Donc je vous ai mis les projections, c'est les plus récentes et les plus fiables, semble-t-il, Ipsos qu'on a, mais bon, ça reste des projections sondagères, on sait ce que ça vaut. Tout ça pour montrer qu'en dépit de ce qui semble être une progression relative de la droite, ça reste, vous voyez, dans l'ordre de grandeur de ce que c'était. C'est-à-dire qu'on a une stabilité assez remarquable depuis 15 ans. Mais grosso modo, vous voyez qu'il y a une forme, on va dire, de droitisation au Parlement européen, malgré tout, depuis 30 ans. Et je pense que c'est dû à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que progressivement, les conservateurs européens sont devenus de moins en moins eurosceptiques. Et donc, que leurs électorats ont de plus en plus participé aux élections, alors que traditionnellement, les élections européennes avaient une surreprésentation précisément de ceux qui étaient très pro-européens, donc ils allaient voter aux européennes. Ceux qui pensaient que l'Europe ne servait à rien ou était dangereuse se refusaient à aller voter. Et plus ça va, plus en fait, ceci vous montre ce phénomène d'homogénéisation
dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le changement, je ne peux pas dire ce à quoi ça peut conduire, d'autant plus qu'on n'est pas face à des résultats. La question, c'est l'enjeu de ces élections au plan, je vous disais, de cette lutte d'équilibre à l'intérieur de la structure de pouvoir européenne. C'est-à-dire, qu'est-ce que la prochaine législature va revendiquer face à la Commission européenne un petit peu plus ses pouvoirs que, d'après le modèle, elle doit être amenée à revendiquer. Est-ce qu'on est à l'approche d'une forme de révolution européenne qui pourrait être une révolution limitée, une révolution institutionnelle, mais dans laquelle le Parlement européen prendrait beaucoup plus de poids? En tout cas, que ce soit imminent ou que ce ne le soit pas, ce qui est très clair, c'est que le Parlement européen va prendre de plus en plus de poids et que si on évolue vers une parlementarisation de l'Union européenne, il est vraisemblable que ça se fera, comme ça se fait toujours dans le cadre des autres avènements de démocratie parlementaire à l'échelle nationale, ça se fera vraisemblablement par un rééquilibrage du pouvoir au profit de la périphérie. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. L'avènement d'un régime parlementaire, comme ça donne le pouvoir à la représentation nationale, ça veut dire que les gouvernements se constituent sur la base de gens qui sont représentatifs du territoire. Et donc c'est ça qui fait que vous avez souvent des effets de déréglementation, vous avez souvent des effets de libéralisation et d'adaptation surtout. C'est aussi ça qui est important. C'est le fait que vous avez une décentralisation forcée qui s'opère. Vous ne pouvez pas avoir de décentralisation, ça c'est une erreur qu'on fait souvent en France, si vous êtes sur un certain régime de pouvoir. Le problème en France, à l'échelle du pays, c'est que on a tenté des réformes de décentralisation depuis 50 ans, tout en maintenant un exécutif présidentiel extrêmement puissant. Parce que vous avez un président en France qui a les mêmes pouvoirs que le président en Russie, si vous voulez. D'ailleurs, la constitution russe est calquée sur la constitution française. Donc ça fait que quand vous essayez de décentraliser, en fait, tout ce que vous donnez, c'est plus de pouvoir d'arbitrage au pouvoir central entre des collectivités territoriales, et donc en fait, in fine, vous centralisez. En fait, le moment où la France a été la plus décentralisée, c'était sous la Troisième République, c'est-à-dire qu'au moment précisément où on était une démocratie parlementaire. Donc il est vraisemblable qu'une montée en puissance du Parlement européen aura cet effet-là. Et donc des choses à surveiller dans le cadre de l'élection européenne qui va se tenir prochainement, c'est en particulier la participation. Voir est-ce que la participation continue d'augmenter, parce qu'une participation supérieure, c'est une légitimité supérieure, et donc c'est probablement aussi une évolution à cette échelle-là. Il y a pas mal de choses qui indiquent que ça va arriver. On a vu de plus en plus de problématiques qui s'affichent au niveau européen, en particulier les problématiques qui semblaient avant très nationales. Je pense notamment aux problèmes d'agriculture. Désormais, vous avez eu des manifestations d'agriculteurs qui ont eu une véritable dimension européenne, alors que jusqu'ici, c'était un problème qui paraissait très national. Vous avez eu des manifestations simultanément en Allemagne, dans les Pays-Bas, en France, en Espagne. Donc tout ça, ce sont des problématiques qui se font à l'échelle européenne. Et ce sont des choses qui me paraissent aller assez en phase, pour retomber sur le sujet un petit peu de ce soir, avec ce qui est mentionné malgré tout, puisque je vois que le projet européen du MEDEF, en définitive, il se fonde sur des choses qui sont déjà un petit peu amorcées. Je pense la réindustrialisation, par exemple, bon, vous êtes tous au courant des problèmes qu'il y a avec la guerre en Ukraine, qui a tendance à pousser cette idée de nécessaire indépendance stratégique européenne, mais c'est quelque chose qui passe aussi par l'énergie, et au plan de l'énergie, il y a une évolution qui est probablement en train de se faire vers un développement dans un certain nombre d'endroits de l'énergie nucléaire qui avait été un petit peu abandonnée, notamment pour les raisons, je disais, d'idéologie du centre, tout simplement parce que vous avez une vision très rhénane qui était marquée notamment par le poids d'une économie qui était issue d'énergies fossiles comme le charbon. C'est elle qui a notamment fait entrer l'Allemagne sur le sentier de dépendance un petit peu des énergies renouvelables, puisque les énergies renouvelables étaient compatible avec le charbon, puisque le charbon venait en complément, alors que le nucléaire était un peu l'ennemi du renouvelable. Donc c'est un peu la cause matérielle, si vous voulez, de cette évolution idéologique en Allemagne. Mais toute cette stratégie, justement, a un petit peu volé en éclats avec le démarrage de la guerre en Ukraine, et vous avez un certain nombre de politiques,
précisément qui étaient plutôt dictés par l'Allemagne, mais qui étaient aussi ceux des élites mégalopolitaines, pour ainsi dire, qui ont été battus en brèche. Donc vous avez l'alliance du nucléaire qui est apparue, cette volonté de réindustrialiser. Sur la question de la réglementation, il est vraisemblable aussi qu'on va bénéficier, je vous disais, d'une montée du pouvoir du Parlement européen. Et il y a aussi une autre chose qui est importante malgré tout, c'est que, alors ça peut être vu en négatif ou en positif, mais le fait que vous ayez une montée de la puissance parlementaire, ça s'associe généralement avec la montée d'une forme de souverainisme à l'échelle du Parlement. C'est-à-dire que le souverainisme européen qu'on voit se développer un peu aujourd'hui, c'est-à-dire le souverainisme européen, c'est en particulier le refus de dépendance vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la Russie, mais aussi vis-à-vis des États-Unis. C'est quelque chose qui s'affiche petit à petit et qui vraisemblablement va encore monter en puissance. Et au plan économique, effectivement, c'est un mouvement qui est vraisemblablement de nature à porter ce genre d'initiative et à les encourager. Voilà donc les quelques clés que je voulais essayer de vous donner sur l'apparition de cette supranation, on va dire, européenne, qui continue à se constituer. Je pense que les élections qui viennent vont être importantes dans ce sens-là, que c'est donc une bonne opportunité, que ça vient en tout cas à point. Et en tout cas, il y a une vague sur laquelle ce genre de propositions de déréglementation vont pouvoir surfer. Et aussi de monter en puissance de ce qu'on peut appeler l'Europe périphérique finalement, ce qu'on voit déjà d'ailleurs avec des partenariats de plus en plus forts qui sont faits entre la France, la Pologne et un certain nombre de pays de l'Est. Tout un tas d'affirmations d'ailleurs militaires ces derniers temps visent surtout à ça, c'est-à-dire à combler un petit peu un vide. Et donc on voit que ces problématiques européennes sont véritablement en train de s'imposer. Je pense que j'ai déjà été un peu long. Non, c'est bien. Donc, il y a évidemment d'autres défis dont je n'ai pas encore parlé. On va peut-être les aborder dans les questions, les problèmes migratoires notamment. Et il y a quand même une dernière chose que je voulais dire à ce propos, parce qu'un des points qui est mentionné dans la plaquette, justement, c'est le manque de main-d'œuvre, les difficultés de main-d'œuvre qu'aura l'Europe dans les 20-30 prochaines années. C'est que malgré tout, au plan démographique, l'Europe est mieux placée que certaines régions du monde. Je pense en particulier à l'Asie de l'Est, Chine comprise, c'est-à-dire qu'on a un taux de fécondité par femme en Europe qui est encore de 1,59 à peu près, alors qu'il est de 1,30 au Japon, de 1,16 en Chine. Donc ce sont des pays qui sont vraiment là-bas au bord de l'effondrement démographique, ce qu'on est moins en Europe malgré tout. Donc même si on va avoir des problèmes de main-d'œuvre, on risque de les avoir plus lentement que d'autres endroits du monde. Voilà, ça me fait partie, je pense, c'est un des enjeux extrêmement importants malgré tout, dont on parle très peu, puisque, je vais peut-être terminer là-dessus, depuis cette année, nous sommes la première année où le nombre de naissances ne suffit plus à renouveler les générations à l'échelle du globe. C'est-à-dire que on entame aujourd'hui, alors pas un mouvement de baisse de la population mondiale, mais ça veut dire que dans 30, 40, 50 ans, c'est-à-dire au moment où les enfants qui naissent aujourd'hui approcheront de la maturité, eh bien la population commencera à diminuer, et ça fait partie des défis à très long terme pour le coup qui se poseront à l'ensemble du globe. Voilà. Bon, merci Philippe. On vient de parcourir un demi-millénaire en 1 heure de temps, donc tu as respecté le timing. On va passer pendant une petite demi-heure ou plus, ça dépendra de vous, aux questions. Si vous en avez, c'était très technique, c'était bien détaillé. Je sais pas si tu les as pas scotchés par moi. Donc, si vous avez des questions sur l'histoire, bien sûr, de l'Europe, mais aussi au-delà, ce que disait Philippe tout à l'heure, le Parlement, si vous avez des questions là-dessus, parce que on va voter le 9 juin. Le 9 juin. Et il est vrai qu'on y va un peu par habitude aux élections européennes. On choisit les têtes de liste, il faut aller au-delà. Donc, je vous réinvite à aller regarder les 7 intervenants nationaux de tous nos partis là,
qui ont fait débat ce matin au MEDEF. Ce que disait Philippe, c'est exactement ça, c'est qu'ils sont tous avec les mêmes idées, ce qui est quand même un peu inquiétant, quoi, à mon avis. Donc la première question, c'est la plus difficile, qui c'est qui va la poser? Ah, là voilà. Christian. À l'écouter la conclusion regardez votre dernier slide. Est-ce que est-il exact de pouvoir penser que l'ensemble des poussées nationalistes que l'on trouve dans tous les États-nations quasiment européens aujourd'hui vont avoir tendance quelque part à se dissoudre dans une espèce de sentiment supranational européen qui porterait de manière consolidée un peu le même type de sentiment, mais souverainiste, mais au plan européen. On a beaucoup reproché à l'Europe d'être une espèce de passoire économique à la solde des uns ou des autres. Je n'accuse pas Jean Monnet, hein, rassurez-vous, encore que. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le sort possible de l'espace européen, c'est de devenir un véritable État supranational qui sache se protéger d'un certain nombre de risques, quitte à affirmer une souveraineté en tant que telle? Alors, je pense que clairement, il y a une dynamique dans ce sens-là, et que ce souverainisme européen, je disais, qui apparaît, vient très fortement, notamment de cette mise en réseau, d'une certaine manière, de ces nationalismes qui ont cessé d'être hostiles à l'Europe et qui sont devenus plutôt alter-européens, dans le sens... Alors, ils l'étaient souvent parce que ça fait longtemps qu'un certain nombre de pays eurosceptiques disent qu'ils sont plutôt favorables à l'Europe des nations et pas à l'Europe de Bruxelles, etc. Mais pendant longtemps, ils l'ont été plutôt dans leur coin. C'est-à-dire que on disait ça en France, on disait ça en Allemagne, on disait ça ailleurs, mais il n'y avait pas véritablement de mise en réseau de tout ça. Ce qu'on voit, c'est que mine de rien, les souverainistes nationaux se sont mis ensemble d'une certaine manière. Ils ont créé des groupes également au Parlement. Ils ont commencé à s'intéresser à ces élections. Et donc, ils ont accepté le cadre pour véritablement y porter leurs idées. Donc, je pense qu'effectivement, cette mise en réseau, à la fois, elle atteste de... disons, l'installation véritablement dans les mentalités de l'idée européenne, et en même temps de cette mutation, ou en tout cas du renforcement véritablement dans les instances européennes, dont elle était relativement absente jusque-là, de cette espèce d'alternative et de cette idée d'être peut-être toujours souverainiste, mais ensemble. En fait, il y a une idée quand même comme ça. C'est-à-dire que si on n'abandonne pas le souverainisme français, on n'abandonne pas le souverainisme tel pays, mais on se dit que le meilleur moyen de défendre la souveraineté, c'est de le faire par ce partenariat européen. Donc je pense que cette mise en réseau est effectivement un phénomène très important de ces dernières années et dont il sera extrêmement intéressant d'observer le résultat lors des élections. Autre question. Quel est le niveau d'abstention qui est attendu à la prochaine élection? Alors, j'ai pas du tout vérifié quel était le niveau d'abstention attendu aux élections. J'ai juste regardé, ça, trouver ça tout de suite, sauf si Léo nous le trouve plus vite que moi, ce qui est dans son habitude. Généralement, ce qu'on avait tendance à observer, c'était que le taux attendu, 55% d'abstention. Alors, je ne sais pas si c'est le taux qui va se vérifier. Ce qu'on observait cependant les fois précédentes, c'est, je pense que vous en étiez d'ailleurs aperçu, très souvent, les élections européennes, c'était le moment où il y avait une poussée d'Europe Écologie Les Verts. Ça fait plusieurs élections où c'était comme ça, et où tout d'un coup, le soir de soirée électorale, on disait qu'il y avait une surprise Europe Écologie Les Verts, et donc que le candidat était un potentiel présidentiable, et en général, ça se dégonflait à l'élection présidentielle suivante. C'était vraisemblablement lié au fait, tout simplement, que comme c'était un électorat très sensible à la question européenne, ils votaient plus que les autres à ce moment-là. Donc, je ne sais pas je pense que c'est un électorat qui va rester extrêmement mobilisé. La question, c'est est-ce qu'on va avoir une mobilisation supérieure des autres électorats? Est-ce qu'on va rester à ces taux d'abstention qui sont relativement importants? Je ne sais pas, mais de toute façon, c'est un truc que j'ai pas abordé aussi, mais ce qui est important, c'est que dans cette construction, ce processus de construction nationale que je mentionnais tout à l'heure,
ce qui est important, c'est pas tellement qu'il y ait une majorité, ce qui est important, c'est qu'il y ait un seuil qui soit franchi, si vous voulez. Et je sais qu'un obstacle, comme on mentionne souvent à propos de l'Europe, c'est le problème de la diversité linguistique. Le fait qu'on ne peut pas parler d'unité européenne, on ne peut même pas parler d'État-nation européen parce que tout le monde ne parle pas la langue. Or, il faut se souvenir qu'en 1793, il y avait 20% de la population sur le territoire français qui parlait français. Les autres parlaient autre chose. Il y avait un rapport de l'abbé Grégoire qu'il avait présenté à la Convention en disant il y a 20% des gens qui parlent utilement le français. C'est-à-dire que les autres ils peuvent le baragouiner un peu mais ils ne comprennent pas. Donc c'est pas forcément un problème. Donc même si on a un taux d'abstention qui reste majoritaire, la question c'est de voir justement si on a atteint le seuil critique qui permettrait cette mutation parlementaire que j'envisageais. Le niveau du seuil critique, c'est la légitimité en fait du Parlement européen. Alors, les élections passées, oui, alors ça n'empêche pas forcément de gouverner, parce que vous avez plein de pays qui ont des taux d'abstention relativement faibles, relativement forts. Le problème du taux d'abstention, c'est que c'est très difficile en fait de dire ce que ça signifie exactement. Ça peut être bon signe ou mauvais signe. Souvent, on dit qu'un taux d'abstention très fort est un signe de bonne santé, mais de bonne santé démocratique, d'implication. J'en suis pas absolument convaincu, dans la mesure où ça peut aussi être un signe qu'une élection en particulier a un enjeu extraordinairement important pour les gens, ce qui peut signifier que le pouvoir qu'on va élire est peut-être trop puissant justement ou trop dangereux pour la vie des gens. Il y a beaucoup de pays qui sont en relativement bonne santé démocratique qui n'ont pas forcément ce problème de participation. Donc je dirais que c'est à deux tranchants. Ça peut poser une question de légitimité, mais je pense que la question de légitimité ne se pose véritablement que quand on a des ruptures importantes entre ce qui est l'expression des votes et ce qu'on sait que la population pense dans les sondages. Là, il y a une difficulté. Parce que dans le cas contraire, on peut considérer que les abstentionnistes s'estiment représentés par le vote des gens qui y votent, si vous voulez. Donc, je dirais qu'il y a deux types d'abstention. Il y a le cas où les gens ne votent pas parce qu'ils sont en opposition avec le résultat des élections, et le cas où les gens ne votent pas parce qu'ils trouvent que ce pourquoi les autres ont voté est très bien. C'est difficile de dire a priori quel est le message qui est envoyé, je pense. J'ai une petite question. Vous qui étudiez donc les modèles de construction européenne, du moins d'États membres, sur l'histoire, est-ce qu'il y a une limite au développement ou à l'élargissement de l'Europe? Et est-ce que, s'il y en a une, est-ce qu'on l'a atteint? Est-ce qu'on l'a dépassé? Ou est-ce qu'on peut encore l'élargir? Et mon autre question, c'est est-ce que vous voyez la Grande-Bretagne, enfin en tout cas l'Angleterre, re-rentrer dans l'Europe? Est-ce que c'est un intérêt à court terme pour l'Europe? Est-ce que l'Europe peut s'en affranchir? C'est ce qu'elle fait actuellement, mais est-ce que c'est quand même son intérêt que la Grande-Bretagne puisse revenir dans l'Europe? Alors, on est sur deux problèmes un peu différents, mais qui sont liés. Les limites continentales, je disais tout à l'heure qu'il y a un petit peu une question, en fait, tout simplement de centre de pouvoir et d'expansion possible sans entrer en collision avec un autre pouvoir. Bon, j'incline à penser que ce qu'on voit depuis 2 ans, notamment avec la Russie, vient du fait justement qu'on a atteint une limite avec l'extension, ou en tout cas le début d'élargissement en direction de l'Ukraine. C'est-à-dire sans entrer dans le débat sur l'Ukraine lui-même, ce qui est très clair, c'est que c'est un pays qui est à cheval un petit peu sur les deux mondes, le monde européen et le monde russe. Et ce qu'on voit en Ukraine, c'est exactement le même genre de friction qu'on a eu pendant longtemps entre la France et l'Allemagne autour de l'Alsace-Lorraine, par exemple. Et pendant longtemps, je disais, tout cet espace des Pays-Bas et de la Belgique qui a été une dispute entre les grandes puissances. On est sur une ligne avec la Biélorussie, les États baltes, même la Finlande et l'Ukraine. On est sur la limite, en fait, le centre de gravité, si vous voulez, entre ces deux pouvoirs-là. Donc, il est vraisemblable que l'Union européenne telle qu'elle existe actuellement, en tout cas là où est son centre de pouvoir, trouve ses limites à ce moment-là. Je pense que
il y a des gens qui imaginent une Europe unie qui serait étendue à la Russie un jour. Je pense que dans ce cas-là, ça signifierait un basculement du côté de la Grande Plaine, toujours, c'est-à-dire plutôt en Europe de l'Est, et que pour le coup, on se retrouverait plutôt provincialisé dans cette perspective-là. Si on reste sur l'idée d'une Europe centrée sur l'Europe occidentale, on est en train probablement d'atteindre la limite. C'est quelque chose qui est important, si vous voulez, parce que bon, j'ai pas voulu être trop catastrophiste dans ma présentation du modèle, mais en général, ce qui provoque le déclenchement de cette révolution nationale et cette mutation parlementaire dont je parlais tout à l'heure, c'est justement qu'on trouve ses limites, en particulier dans une confrontation militaire. C'est-à-dire que l'Empire allemand cherchait à s'étendre encore en 1914, il a échoué là-dedans, et c'est ça qui a provoqué l'effondrement de l'Allemagne. D'accord ? Vous avez eu la même chose avec l'URSS en Afghanistan, si vous voulez. C'est un peu toujours la même chose. Et donc, la question, c'est la tournure que peut prendre la guerre en Ukraine. Si elle est trop défavorable aux intérêts européens, ça peut provoquer une crise institutionnelle à l'échelle de l'Europe. Donc, dans ce sens-là, si vous voulez, j'ai pas de réponse nette sur quelle est la limite, mais je pense qu'on est en train de l'atteindre. Et la façon dont on va l'atteindre peut avoir des effets politiques intérieurs qui peuvent être extrêmement importants, voire déstabilisants. Dans un deuxième temps, d'ailleurs, dans le temps suivant, la grande question sera de savoir si les États-Unis accepteront ou accepteraient que une Europe justement souveraine apparaisse sous une forme beaucoup plus concentrée, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire l'Europe puissance, et ça veut dire quelque chose qui n'est pas forcément très bien vu du côté américain. Pour ce qui est de l'Angleterre, d'ailleurs, ça entre un petit peu dans cette équation-là. La question de savoir si géographiquement ça appartient à l'Union européenne, je pense, parce que si vous regardez la carte tout simplement, toujours pareil, vous tracez un rond autour du centre de pouvoir qui est le Benelux. Si vous avez l'Espagne et l'Italie dedans, vous avez forcément l'Angleterre. Donc vous avez aussi la Scandinavie. Donc très clairement, c'est dedans. Et il n'est pas du tout impossible qu'effectivement la Grande-Bretagne finisse par revenir en Europe. Est-ce que ça se fera rapidement ? C'est difficile à dire. Je sais qu'il y a de nombreux sondages qui tentent à montrer qu'il y a une majorité de la population en Grande-Bretagne qui a tendance à regretter le Brexit. On sait déjà qu'en soi, le vote du Brexit est arrivé dans des conditions électorales qui auraient pu ne pas se produire, puisqu'il y a eu, ça arrive, des fois, vous avez un camp qui est persuadé qu'il va gagner, du coup, il se mobilise pas, l'autre vote, et résultat, vous avez un vote comme ça qui entraîne, et qui est pas forcément, pour ou contre, je m'en fiche, qui est pas forcément représentatif de la volonté de long terme de la population. Notamment parce que vous avez pas forcément toutes les mêmes classes d'âge qui votent. Alors, si vous avez les classes d'âge plus âgées qui votent pour s'en aller et les classes plus jeunes qui votent pour rester, par exemple, je n'ai pas vérifié que c'était le cas, mais je dis intellectuellement, ça peut poser problème. Et donc, forcément, on voit un changement là-dedans. Donc, au plan géographique, j'ai envie de dire, est-ce que le Royaume-Uni fait naturellement partie de cet espace européen ? Oui, ça me paraît extrêmement clair. Est-ce qu'elle va y revenir ? Le problème, c'est que y revenir, ça veut dire aussi se refaire une place parmi les élites européennes qui ont pu s'habituer à gouverner l'Europe sans la présence ou l'intervention de membres britanniques qui pouvaient souvent jouer les troubles faits, tout simplement être là et prendre des places, parce que ça fait partie des réalités sociologiques aussi, tout simplement. Si vous accueillez l'Angleterre, ça veut dire qu'il faut laisser des postes à des gens et vous n'avez pas forcément envie de ça. Donc, ça reste une inconnue. Voilà, j'ai pas de pronostic là-dessus. Si vous me dites à très long terme, est-ce que dans 200 ans, on aura un ensemble politique européen dans lequel l'Angleterre sera intégrée ? Je vous dirais oui, j'aurais tendance à vous dire. Dans 20 ans, j'aurais du mal à être affirmatif. Pardon ? Pour revenir sur l'Ukraine, là, pensez-vous, l'Ukraine a fait la demande pour rejoindre l'Europe. Pensez-vous que ce ne serait pas la solution pour stopper le conflit ? Alors, je pense pas, dans la mesure où même le fait d'avoir envoyé éventuellement des troupes en Ukraine pour empêcher l'avancée russe, ça semble-t-il pas été accueilli en Russie comme un signe de désescalade. Donc, à mon avis, ça changerait rien. Je pense que ça ne changera rien. Et puis, c'est une question qui est surtout vue pour l'après, parce que ça fait partie des choses un petit peu. En Europe, on a fait beaucoup de choses. Et on fait toujours comme ça, malgré tout. On a fait beaucoup de choses dans l'enthousiasme et pour la démonstration, mais quelque part aussi pour avoir immédiatement les bénéfices de l'annonce sans avoir à subir le coût de la mesure. On a fait un peu la même chose pour un certain nombre de livraisons d'armes. Et donc, vous avez plein de mesures qui ont été acceptées comme ça. Je pense en particulier à l'embargo sur des hydrocarbures,
vraisemblablement, quand les Allemands avaient accepté cet embargo, ils se disaient qu'en gros, la guerre serait pliée avant que la date prévue pour l'embargo arrive. Bon, finalement, elle est arrivée parce qu'il y a eu la déculottée russe de septembre 2022 qui a fait durer le conflit encore plus, mais ils sont en train de s'en mordre les doigts un peu. Donc, il y a beaucoup de problèmes là-dessus en Europe de leadership, justement. Et ça fait partie, hein, je répondais sur cette question du déclenchement de crise. Ça fait partie des incapacités des élites européennes justement à régler un problème qui jusqu'ici était perçu comme simple. Parce que je le disais tout à l'heure dans le modèle de la construction de l'État-nation, ce qui caractérise les élites traditionnelles, c'est que ces élites impériales. C'est-à-dire que s'il y a une chose qu'elles savent faire, c'est étendre le territoire. Si tout d'un coup elles n'y arrivent plus, ou si elles sont vaincues, elles sont discréditées. Et c'est parce qu'elles sont discréditées que vous avez une crise institutionnelle qui se produit et que vous avez finalement le régime parlementaire qui peut se substituer au régime impérial. C'est parce que le régime parlementaire, comme il n'a pas été au pouvoir, il peut prétendre qu'il aura une capacité à régler les problèmes que le régime impérial n'arrive plus à régler. On a eu le même problème en France durant le XVIIIe siècle. Hein. Ce qui a commencé à discréditer fortement la monarchie, c'était la défaite dans la guerre de 7 ans, en 1763, qui a été une absolue catastrophe. Pour se rendre compte du traumatisme que ça a été, la défaite de la guerre de 7 ans, on a été battu par les Prussiens, une bataille qui était la bataille de Rosbach en 1757. Et les Prussiens avaient dressé une colonne commémorative à Frédéric II pour la victoire de Rosbach. La première chose qu'a fait Napoléon après avoir vaincu les Prussiens à Iéna en 1806, c'est d'aller détruire la colonne de Rosbach. Si vous voulez. C'est exactement la même séquence, si vous voulez, que Hitler qui nous fait signer l'armistice à Rotonde dans le wagon dans lequel il avait signé l'armistice de 1918. C'est le même type d'humiliation. Donc vous avez toujours un truc comme ça qui vient discréditer les élites. Et donc c'est pour ça qu'il y a un danger au niveau de la gestion par les élites européennes de l'Ukraine. Si elles ne se montrent pas capables de faire l'effort d'industrialisation et d'indépendance industrielle, ça sera vécu comme une humiliation à l'échelle du continent, et ça l'est déjà un peu d'ailleurs. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt de faire une pause sur l'intégration de nouveaux pays? Nous sommes 450 millions d'habitants au niveau de l'Europe. On est, je crois, 250 millions aux États-Unis. Ils sont 300 millions, un peu moins, en URSS. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à se poser? Parce qu'à courir derrière l'intégration permanente, ça fait 30 ans, on a un peu attendu aussi. On a attendu que les amis européens qui rentraient en Europe puissent se mettre à peu près pas au même niveau, parce qu'ils sont encore loin. Mais ça nous a tous freinés. Et vu les conflits et la rapidité d'évolution du monde, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, et d'ailleurs, il y a un point, le premier point du MEDEF, là, vous lisiez tout à l'heure, Philippe, sur notre point, mais élaborer notre premier point suite à la consultation de 1200 entreprises, c'est élaborer un plan global d'aménagement des réglementations applicables aux entreprises. Et ensuite, on déroule, donner à chaque commissaire un objectif de simplification. C'est devenu une usine à gaz, quoi, le système. Donc, si on ne freine pas avec nos parlementaires, si on ne remet pas un peu tout à plat, pour peut-être faire monter le pouvoir de la deuxième commission au niveau européen, on ne va jamais y arriver. On passera, des hommes, des femmes auront passé leur vie à courir derrière l'Europe. Donc 450 millions d'habitants, moi, il me paraît que c'est suffisant. Quitte à les faire rentrer dans un sas de mise en compression, mais pas les faire rentrer dans l'Europe, le marché libre, ça a tout perturbé. Alors, ça, effectivement, ça crée aussi des problèmes, je disais, à ce niveau d'homogénéisation, puisque ce que j'expliquais dans le modèle de construction de l'État-nation, c'est justement que ça apparaît lorsqu'un pouvoir a suffisamment duré dans des frontières suffisamment stables. Pourquoi ? Parce que c'est la condition de l'homogénéisation, précisément. À partir du moment où, parce que vous avez des empires qui ne deviennent jamais des États-nations, tout simplement parce qu'ils s'étendent continuellement, et donc ils ne peuvent jamais s'homogénéiser. Et souvent, ils s'effondrent avant d'avoir eu ce phénomène d'homogénéisation, historiquement. On en a plein d'exemples. Donc, est-ce que ça serait bien de faire une pause ? Très probablement que oui. Le truc, c'est que je pense que comme on est face à des dynamiques collectives qui sont extrêmement déterministes, je suis pas sûr que alors c'est désespérant, hein, mais je suis pas sûr que même la réflexion, c'est-à-dire que le fait de formaliser tout ça, je suis pas sûr que ça suffise pour pouvoir créer des décisions, malheureusement. Il y a beaucoup trop de choses
qui sont dictées profondément par des habitudes de pensée, des intérêts, etc. Et la plupart du temps, c'est contre ça qu'on lutte et pas tellement contre des idées. Les idées, c'est les rationalisations, les aspects que prennent des intérêts ou des motivations qui sont beaucoup plus profondes. Donc, c'est pour ça que dans tous ces modèles de construction nationale dont je parlais, la limite, justement, l'arrêt, ce moment où on fait une pause dans l'intégration, il est généralement imposé de l'extérieur par une défaite à un moment, par la tentative d'élargissement de trop, pour ainsi dire. Alors, l'intégration de cette région-là, elle est malgré tout prévue. Effectivement, ça traîne depuis longtemps. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un problème. Il y a une volonté d'effort fait dans ce sens-là. D'ailleurs, très récemment, la semaine dernière, il y a Aleksandar Vučić, le président serbe, qui a été rencontré par Emmanuel Macron, qui est presque prêt, semble-t-il, à lui vendre des rafales en échange de son... Voilà. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Néanmoins... Ah, mais ça, c'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair. Mais c'est pour ça qu'il y a cet effort. Le truc, c'est qu'avec l'Ukraine, c'est peut-être l'autre endroit, justement, où on va se heurter à un obstacle dans cette intégration. C'est probable. C'est probable. Alors, j'y vois pas tellement un contre-exemple, j'y vois des exemples décalés, dans le sens où, si vous voulez, si on analyse l'histoire de la Yougoslavie, le temps qu'elle a existé, fondamentalement, c'était plutôt un empire serbe qu'autre chose, dans le sens où l'essentiel de l'armée était serbe, la capitale était la capitale historique serbe. Le premier roi du royaume de Serbie du royaume de Yougoslavie était un roi serbe. Ça n'a pas empêché que vous avez eu un Tito qui était croate, si vous voulez, mais de la même manière que en Union soviétique, vous aviez un Brejnev qui était ukrainien, si vous voulez. C'est-à-dire que ça n'a pas empêché le fait que l'Union soviétique, grosso modo, était un empire russe. Mais le truc, c'est que c'était un espace dans lequel les nationalismes étaient encore beaucoup plus jeunes que ce qu'on a dans l'ensemble de l'Europe généralement. C'est-à-dire que il y avait, c'était véritablement une structure qui était impériale trop jeune pour unifier tout ça. Et ce qu'on a vu, en fait, de toute façon, si vous voulez comprendre ce qui se passe en ex-Yougoslavie, vous prenez l'ex-URSS et vous faites la même chose en tout petit. C'est le même modèle, c'est exactement la même chose. Et c'est ce qui est arrivé, si vous voulez, à l'Autriche-Hongrie en son temps aussi. C'est-à-dire que c'est un espace dans lequel il y avait cette unité culturelle dont je parlais, était pas encore assez forte. Donc je vois pas ça tellement comme un contre-modèle que comme simplement le fait qu'en gros, dans son référentiel, la Yougoslavie est un peu au stade où l'Europe dans son ensemble en était au 19e siècle, que le contraire. Maintenant, était la Yougoslavie de Paris, pas de faire de Tito. Oui. C'était des nations indépendantes avant la création de la Yougoslavie. Oui. Voilà. Donc,
il ne pourrait pas y avoir une unité nationale créée. C'était une unité nationale qui était appelée la Yougoslavie, qui était fictive parce qu'elle a été forcée. Oui, c'est ce que je dis. C'est comme si vous aviez eu un empire européen au 19e siècle, c'est-à-dire dans lequel les nations n'étaient pas du tout unies comme aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, donc, ça n'empêche pas qu'il n'est pas du tout impossible qu'on ait une phase d'éclatement de l'Europe, mais à mon avis, ça dépendra très largement du rôle des États-Unis dans les décennies qui viennent. Il n'est pas impossible que les États-Unis préfèrent voir émerger 2-3 Europes, mettons une Europe latine, une Europe germanique et une Europe slave, plutôt que d'avoir un bloc européen uni en face de l'Europe. Mais je pense que s'il y a sans intervention extérieure, les choses vont plutôt vers l'unification européenne que le contraire. Alors, ce qui est amusant, c'est que les Allemands, notamment, et une bonne partie des élites européennes, sont plutôt favorables à ce changement de vote, précisément parce qu'ils espèrent que ça permettra de renforcer encore le pouvoir de la Commission européenne, dans le sens où il n'y aura plus besoin d'avoir l'unanimité pour faire passer les votes. Donc je pense que dans un premier temps, le but recherché par l'exécutif européen et les élites européennes qui tiennent l'Europe aujourd'hui, en fait ce noyau rénant, l'idée c'est plutôt d'utiliser ça pour renforcer la centralisation que la périphérie. Maintenant, j'incline aussi à penser que justement ça peut très probablement avoir l'effet inverse, dans le sens où ça permettrait, ce qui n'est pas le cas dans le système actuel, ça permettrait à une coalition suffisamment puissante de pays périphériques. Et pays périphériques, pour moi, c'est très large. En gros, la France est le premier des pays périphériques aujourd'hui. On a complètement perdu la main depuis 30 ans. Donc, progressivement, on a des élites qui pensent encore qu'elles font partie des élites dirigeantes européennes, alors qu'en réalité, elles sont déjà un peu marginalisées par rapport aux vraies élites européennes. C'est pour ça qu'elles leur courent un peu après, qu'on fait de ce qu'on appelle les surtranspositions, notamment d'un certain nombre de normes. C'est parce que l'idée, c'est d'être plus européen que les élites européennes. Mais la réalité, c'est que, donc, vraisemblablement, si on imagine une Europe demain dans laquelle vous avez un front des États périphériques similaire à ce qu'est par exemple l'Alliance du nucléaire, qui est un truc qui s'est fait autour de la France sur cette idée-là, avec la Pologne, avec un certain nombre de pays d'ailleurs qui sont tout autour du noyau central. Eh bien, à ce moment-là, ce changement de système de vote ira plus contre la Commission européenne que le contraire. Et je pense que ça irait dans le sens de cette évolution prochaine, justement, du rééquilibre des pouvoirs au profit du Parlement européen. À mon avis, ça va aller vers ça, in fine. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pensez que l'Europe est devenue en quelque sorte un peu schizophrénique avec ces technocrates ? Par exemple, l'agence Frontex, qui a été totalement démantelée ces dernières années pour changer totalement sa logique et a laissé certains pays se débrouiller de l'accueil de l'immigration et de les repousser également. Alors, on finance une Frontex, on finance aussi des ONG qui vont récupérer des migrants en mer. On est toujours un peu sur tous les fronts et c'est pas très logique. Ou par exemple, on finance une politique agricole commune au niveau de l'Europe, mais en même temps, on passe des accords de libre-échange avec du Brésil ou du TAFTA qui fait de l'importation massive sur le continent européen, qui va à l'encontre de notre politique agricole commune. Alors, ça, c'est justement typiquement le genre de problème du noyau impérial face à sa périphérie. C'est-à-dire qu'il finit par prendre ce qui est son idéologie, son mode de vie, sa façon de fonctionner, comme la réalité à l'échelle de l'ensemble de l'espace qu'il régente. Et donc, le problème, c'est que vous avez des élites européennes qui gouvernent l'Europe comme si effectivement l'élite se limitait à l'espace rénan. Et c'est quelque chose qui est vraiment profond. Je tiens à insister là-dessus. Je veux dire, c'est pas des questions d'hypocrisie, d'intérêt. C'est que ça relève pratiquement de l'inconscient. Les élites européennes vivent dans de très grandes métropoles
qui sont très cosmopolites, où il y a beaucoup d'immigration. En particulier, il faut se rendre compte de ça souvent, ce qui caractérise les élites, c'est qu'elles évoluent dans des milieux dans lesquels toute l'immigration est une immigration de grande qualité. Si vous êtes médecin, beaucoup de collègues immigrés seront des collègues médecins, donc vous direz l'immigré c'est un médecin, donc il n'y a pas de problème d'immigration, si vous voulez. Ça fait partie des problèmes de perception de l'immigration. Les classes populaires perçoivent traditionnellement pas l'immigration de la même manière que les élites, parce que les élites, c'est soit leurs employés, soit leurs pairs. Donc c'est pas la même chose. Et donc à l'échelle, si vous voulez, de ce centre de pouvoir européen, vous avez cette idée notamment que l'immigration est une nécessité, et on le sait que c'est une nécessité, et à la limite c'est même aussi dans la plaquette quelque part, puisqu'il y a des problèmes de main d'œuvre. Donc la main d'œuvre, il faut l'importer. Et donc si vous voulez, le problème est là, c'est qu'en même temps, pour ces élites-là, quelque part, l'hostilité à l'immigration, c'est un trait de l'Europe périphérique. Donc c'est un trait ignoble, si vous voulez réfléchir en termes de mentalité, de gouvernementalité, si vous voulez, de mentalité de gouvernement. C'est-à-dire que là où l'espace est monoculturel, c'est dans les pays périphériques, c'est dans les petites campagnes, où vous voyez rarement un immigré, vous n'avez pas de banlieue, etc. Alors que ce qui caractérise le mode de vie noble, on va dire, à l'échelle européenne, c'est la vie dans des très grandes villes. Vous savez, c'est très impressionnant. J'étais allé en Pologne l'an dernier, et quand vous survolez la France, puis que vous survolez, vous passez au-dessus de tout cet espace rhénan, et qu'ensuite vous arrivez en Pologne, ce que vous voyez en bas, en France et en Pologne, c'est très proche. C'est-à-dire ces endroits qui sont très vides, vous voyez des urbanisations de loin en loin, alors que quand vous êtes au-dessus de ce triangle de la mégalopole, vous avez l'impression que toutes les villes se marchent sur les pieds un petit peu. C'est un tissu très très urbanisé. Et vous ne pouvez pas, il faut bien se rendre compte que vous ne pouvez pas avoir des populations qui ont la même mentalité dans des endroits très urbanisés et dans le reste. C'est pas vrai, c'est pas possible. Et donc pour moi, cette schizophrénie, elle vient du fait, et ça aussi c'est une chose qui est importante malgré tout, parce que je parlais de montée du pouvoir du parlementarisme européen, mais la vérité c'est que vous n'aurez pas de parlementarisme européen si vous n'avez pas de Sénat européen. Parce qu'avoir une assemblée nationale c'est bien, mais les seuls États démocratiques qui n'ont qu'une seule chambre, ce sont des États tout petits et extrêmement homogènes. Je pense à la Nouvelle-Zélande, je pense au Danemark par exemple. Tous les États de taille comparable à la France ont nécessairement une chambre haute. Pourquoi ? Parce que la chambre haute, elle vient compenser la pure démographie, qui est celle qui donne la représentation à la chambre basse, par la territorialité. C'est pour ça que vous avez le Sénat, dont le poids est pondéré par le territoire. Vous avez plus de sénateurs pour une population inférieure parce que vous avez un gros territoire. C'est comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, souvent, les leaders plus modernes et plus européistes, je pense à M. Renzi en Italie, mais aussi à M. Macron en France, ont eu la volonté d'abaisser le Sénat pour renforcer encore le pouvoir de l'Assemblée nationale, avec l'idée de concentrer le pouvoir urbain, finalement. Ce qui est un très mauvais choix. En général, c'est très, très peu démocratique. D'ailleurs, M. Renzi est tombé là-dessus. M. Macron n'est pas tombé parce qu'il est irresponsable politiquement. C'est comme ça qu'est fait la présidence. Du coup, il y a eu les gilets jaunes. Mais c'est un peu la même idée, si vous voulez. Et donc, pour moi, cette schizophrénie, elle vient de là. Et elle ne peut être résolue précisément qu'avec cette modification institutionnelle à l'échelle de l'Europe, qui aura cette pondération. Parce que vous avez des analystes des institutions européennes aujourd'hui qui vous disent c'est un peu le Conseil européen, le Sénat de l'Europe. Sauf que le Conseil européen, il est composé des exécutifs nationaux. Vous n'avez aucun Sénat dans un grand pays qui est composé d'exécutifs. Les Sénats, ils doivent être composés de représentants. D'accord ? Les sénateurs américains ne sont pas les gouverneurs des États américains. Ce sont des élus distincts qui sont uniquement là pour représenter leur État au Sénat. Donc il faudrait qu'on ait un équivalent aussi en Europe pour avoir cette représentation de l'Europe périphérique. Parce que si vous regardez en France, par exemple, la France périphérique, sortie du Sénat, elle a pratiquement plus de représentation. Sa représentation s'est complètement éteinte à l'échelle de l'Assemblée nationale, en particulier depuis la fin du cumul des mandats. Une autre question peut-être ? Oui. Allez. Est-ce que c'est utopique de croire que ce modèle d'Union européenne peut être dupliqué en Afrique et faire une Union africaine ? Alors, je pense que ça arrivera peut-être un jour dans très très longtemps, parce que l'Afrique, au niveau de l'apparition de ses propres identités nationales, elle en est plutôt là où on en était au XVIIIe siècle. Donc, dans 500 ans, oui. Ouais,
Juste concernant la politique énergétique au niveau de l'Europe, où il y avait des accords communs qui étaient basés sur la solidarité de l'import-export entre nous. Aujourd'hui, par exemple, l'Espagne et le Portugal sont sortis de ces accords, ont fait jouer leur souveraineté énergétique. Et ça pose également des difficultés sur la fondation déjà de l'Europe qui était économique et aussi pour l'énergie, de se dire si eux le font, d'autres le feront demain. Cette solidarité, on la perd. Oui, mais ça vient là aussi d'un problème d'extrême centralisation, puisque on a essayé en fait d'imposer un modèle à l'échelle du continent qui servait particulièrement les intérêts d'un certain modèle énergétique qui était le modèle allemand. Et celui globalement de la mégalopole européenne. Donc en fait c'est ça le véritable problème. Nous, je disais, nos élites se sont laissées embarquer là-dedans aussi par cette volonté d'apparaître comme particulièrement européenne, alors que c'était pas du tout dans l'intérêt français. Le réel nous a heurté assez fortement depuis 2 ans, ce qui a poussé à revenir à cette question du nucléaire. Vous avez des pays plus périphériques qu'on avait laissé faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le Portugal et l'Espagne, notamment parce que c'était pas menaçant économiquement pour l'Allemagne. Le problème, c'est que pour l'Allemagne, avoir une France qui avait une énergie trop décarbonée, trop facile, c'était un problème. Il faut bien se rendre compte que là aussi, on est sur des trajectoires de long terme qui sont des sentiers de dépendance en fait économique à la base, économique et géostratégique. Une des choses qui a fait qu'en France, le choix du nucléaire a été prédominant, c'est que comme on avait un espace colonial avec notamment le Niger, on avait des accès à l'uranium qui étaient très facilités. On en importait aussi d'autres endroits, en particulier du Kazakhstan, qui désormais est un fournisseur plus important que le Niger, mais c'est parce que historiquement, on avait un empire colonial où il y avait ces ressources-là, que pour nous, le nucléaire, on savait qu'on l'avait. Les Allemands, ils avaient un peu d'uranium chez eux, ils l'ont très vite consommé, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le long terme, c'est plus facile pour un pays de rester sur la trajectoire nucléaire quand vous avez Areva, c'est-à-dire que vous avez un lobby, tout simplement, qui va pousser les politiciens à rester là-dessus, que quand vous n'avez pas de lobby, parce que vous n'avez aucune compagnie suffisamment grosse qui a pu se constituer, parce que tout simplement, l'espace sur lequel... C'est la dictature de la géographie, encore une fois. Hein. Ce que vous avez énormément en Allemagne, c'est du vent. Alors c'est pas une insulte, c'est physiquement, vous avez du vent. Vous regardez la carte des vents en Allemagne, c'est très très clair, vous avez des vents qui vont globalement toujours dans le même sens. Donc pour le système éolien, c'est très pratique. Et comme vous avez énormément de charbon et en particulier je crois que c'est de la lignite qu'ils exploitent en masse, ça veut dire que vous avez un lobby du charbon en Allemagne. En France, vous n'avez plus de lobby du charbon depuis les années 90, tout simplement parce qu'on a épuisé les mines. Donc cette industrie s'est effondrée et donc vous n'avez pas eu de lobby du charbon en France pour prôner les renouvelables qui pouvaient s'associer au charbon. Ce que vous avez eu, c'est un lobby nucléaire qui pouvait prôner le nucléaire, qui lui n'avait pas besoin de charbon, n'avait pas besoin de renouvelables globalement. Donc on est vraiment sur des trucs comme ça. Normalement, tout État joue avec les cartes qu'il a en main, mais dans le cadre de la construction européenne, pour les raisons que j'ai dites, nous on était partis sur l'idée qu'on dirigeait l'Europe. Et puis, il y a eu ce basculement dans les années 90 qui est plutôt passé côté allemand. Et comme nos élites ont voulu continuer à croire qu'elles dirigeaient l'Europe, elles ont joué plus européens que les Européens. Et donc, elles se sont alignées souvent sur l'Allemagne. Et c'était intéressant pour les Allemands et, je dis, tout cet espace plus largement rhénan, qu'on soit alignés. Alors qu'au fond, même que le Portugal ou que l'Espagne ait une énergie bon marché, les Allemands s'en fichent un peu parce qu'ils ne les perçoivent pas comme un concurrent industriel, ce qu'est la France. Une dernière question, peut-être. Oui. Je vous présente mes excuses, j'ai dû sortir. Je suis autiste à Asperger et j'ai besoin une fois de m'isoler. Alors, je ne sais pas si la question a été déjà posée ou résolue. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y aura une fédération en Europe? Je pense encore une fois que hors perturbation extérieure, à terme, c'est ce vers quoi on va aller. Un État-nation Oui, un État-nation globalement. Pour vous donner un exemple, tout à l'heure, j'ai expliqué un petit peu, j'ai fait le parallèle avec la Grèce de l'Antiquité, pour terminer là-dessus. Le problème de la Grèce de l'Antiquité, c'est que justement, elle a essayé de devenir un État-nation indépendant avec cette Ligue achéenne, et que ça plaisait pas trop aux Romains que la Grèce soit unifiée contre eux. Donc ils sont allés détruire tout ça et ils en ont fait une province de la Grèce. Ça a réglé le problème. D'où mes craintes face à l'attitude américaine dans les décennies qui viennent, parce que
à l'échelle mondiale, les États-Unis sont un peu dans la position des Romains de l'époque, c'est-à-dire la puissance impériale, tout simplement. Mais ce qu'il faut voir, c'est que malgré tout, le déterminisme historique était là, puisque à la sortie, on a eu l'apparition de l'Empire byzantin qui en fait était un gros royaume grec pendant longtemps, et aujourd'hui on a une État-nation qui s'appelle la Grèce et qui recoupe tout cet espace-là. Donc à long terme, oui. Merci beaucoup pour votre réponse. Avec plaisir. Ce qui est dommage, et pour finir, c'est que 70 ans après la reprise en main et la constitution de l'Europe, on n'est pas encore saisi notre chance de mettre, comme disait Camille, peut-être une énergie globale sur le continent, une armée sur le continent européen, pour raccrocher toutes ces populations qui sont, il est vrai, un peu détendues par rapport aux métropoles. Et si on continue à faire ça, on n'a pas réussi, après nos anciens des années 70, qui ont créé l'Airbus, qui a l'air de fonctionner quand même, l'Airbus, eh bien on n'a pas su refaire ce qu'ils ont fait il y a 40 ans ou 50 ans, derrière, continuer à faire des équipes, à monter des équipes pour pouvoir sortir des produits. Là, on a une opportunité, c'est avec l'écologie. Alors, j'ai écouté ce matin, ils sont un peu déconnectés, mais l'écologie, quand on voit la production de carbone, notamment en Allemagne, où ils font tourner plein pot avec le charbon, on marche sur la tête. Et nous, les Français, on va être les premiers de la classe. Alors, c'est bien d'être les premiers de la classe. Mais à l'instant, on a sorti toutes les industries de notre pays. On essaye maintenant de faire, on demande, on fait des plaquettes, et de remettre en place l'industrie dans notre pays. On marche un peu sur la tête. Mais on ne peut plus le jouer individuel, il faut le jouer collectif. Et c'est là où j'ai l'impression qu'on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. Alors, je pense justement que ça va arriver, que c'est en train de se remettre en place. Je pense que l'alliance du nucléaire qui a été, que j'ai déjà évoquée, c'est un embryon de ce qu'a pu être la communauté économique du charbon et de l'acier, mais au niveau de cette énergie nucléaire. Il était nécessaire pour moi qu'il y ait un abaissement de l'influence allemande qui est arrivé avec le discrédit de leur modèle, parce que ça nous a vraiment pesé et ralenti depuis plusieurs décennies. Donc dans ce cas-là, la guerre en Ukraine a eu un effet positif sur l'Europe, même si c'est douloureux, parce qu'en attendant, ça a causé un renchérissement des prix de l'énergie. Mais cette coordination supérieure, elle sera possible justement, je pense, à partir du moment où il y aura une renégociation de l'équilibre du pouvoir en Europe. C'est-à-dire où il faudra faire ce compromis. Je pense en particulier que la technologie va aider à ça, puisque l'idée du nucléaire aujourd'hui, c'est de faire ça avec les SMR, c'est-à-dire des petits réacteurs plus locaux. Ça peut aussi favoriser ce mouvement-là. Et de manière générale, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est justement cette question de l'écologie. Parce que pendant longtemps, l'écologie a été plutôt un truc de gauche. C'est un petit peu ce qui a essayé de remplacer l'espérance communiste après les années 90. Et c'est devenu une préoccupation consensuelle. Vous l'avez dit, tout le monde en parlait ce matin de la même manière. Et ça, c'est important parce que pendant longtemps, les écologistes étaient aussi des antinucléaires. Alors qu'à partir du moment où l'écologisme est devenu consensuel, la plupart des gens sont favorables au nucléaire. Donc l'écologie, qui a longtemps été un ennemi finalement de la nucléarisation, peut devenir son allié. Et ça, au plan de la disponibilité énergétique, c'est extrêmement important, et donc pour la réindustrialisation. Ah, peut-être Laura, une dernière. Pardon ? Une dernière... c'est pas tout à fait une... Oui, pardon, mais je te rendrai la parole, Président, je suis désolé. Non, mais... Je vais poser une question qui m'est personnelle, c'est peut-être un peu politique, je ne sais pas, mais pour moi, l'Europe, c'est des États qui ont le même aspiration, mode de vie, qui respectent les droits de l'homme, qui vivent avec des valeurs. Et là, on se sent sur le plan des valeurs attaqué. Et c'est étonnant parce que Bruxelles, c'est quand même le lieu de la technocratie européenne, et c'est là où il y a une montée de l'islamisme intégriste, et je pense que l'Europe doit aussi se défendre sur ce terrain-là. Voilà, c'est juste un propos que je voulais tenir. Une petite question après ça. Je pense que c'est lié à ce que je disais tout à l'heure sur Frontex, c'est que là aussi, à propos de la politique migratoire, il y a un rééquilibrage qui va se faire avec une montée en puissance de l'Europe périphérique qui souvent a une vision un peu différente de la question.
Oui, merci à toutes et à tous d'être venus. Merci. Et merci à tous d'être venus ce soir. Je vous invite à prendre un pot. Demain, Léo vous transmettra la liaison YouTube pour certains, si vous voulez voir un petit peu les 7 candidats ce matin au niveau du MEDEF national. Et on vous transmet aussi cette plaquette. Jetez-y un coup d'œil. On ne s'est pas envolé. On est resté les pieds sur terre. Merci Philippe. Merci. Il y a plusieurs spécialités, comme vous avez écouté son CV. On le fera mettre à revenir. Léo, ça faisait un petit moment qu'il me le tartinait. Je disais non. Il a fallu que je passe sur une émission de radio pendant une petite heure. Je trouve que c'est très intéressant, c'est pour ça. Donc merci à toi de t'être déplacé. Et puis on continue autour de mer. Merci. Merci à toi.